et 2 prises de parole de l'opposition qui nous permettent à la fois de voir un peu vos nuances au sein du groupe de l'opposition, mais aussi de voir les convergences et une ligne force qu'on pourrait résumer en quand on s'endette, ça ne va pas, quand on augmente les impôts, ça ne va pas, quand on augmente les tarifs, ça ne va pas. Donc surtout que la ville n'aille pas chercher de recettes, ce serait dommage, et donc qu'elle ne dépense pas, surtout parce qu'elle pourrait servir à quelque chose. C'est une position qui a le mérite d'être claire et qui a tout à fait sa place dans le débat public. Vous regrettez qu'on embauche autant. Vous l'avez dit plus ou moins clairement, même si vous ne nous avez pas précisé dans quel service on avait trop recruté. On vous a pourtant fourni la liste à votre demande des postes créés depuis 2020. Vous regrettez qu'on investisse autant. Vous l'avez dit plus ou moins clairement, même si vous ne nous avez pas précisé sur quel équipement public vous n'auriez pas investi à notre place. Ça ne vous empêche pas par ailleurs de dire, alors jamais le moment du budget primitif, mais sur les autres conseils municipaux, qu'on ne va pas assez vite sur ci ou pas assez loin sur ça. Globalement, donc à l'échelle de la ville, on en fait trop, mais à chaque fois qu'on rentre dans le détail, on n'en fait pas assez. C'est de bonne guerre. Et quand vous dites qu'une nouvelle fois, on augmente de trop les dépenses, alors qu'elles augmentent d'environ de 4,3%, au moment où l'inflation est de 4,5%, c'est assez audacieux de dire qu'on augmente trop vite les dépenses. Quand vous dites qu'on augmente trop vite les RH, alors qu'elles sont à 2,5% d'augmentation, ce qui est donc inférieur à l'effet des glissements techniques, mécaniques et des choix du gouvernement sur les points d'indice, c'est assez audacieux de nous dire qu'on augmente trop les RH. Au fond, vous êtes les défenseurs d'un modèle de gestion passive dans une situation d'étranglement des collectivités. Et l'étranglement, il est très très facile à démontrer. J'évoquais tout à l'heure les 11 millions d'effacements magiques des dotations et compensations entre 2014 et aujourd'hui, dans un moment où dans le même temps il y a les transferts de charges et une augmentation de la population. On évoque les dépenses RH induites, on évoque les taux d'intérêt, on peut évoquer les dépenses d'énergie, et aux mêmes causes les mêmes effets sur l'ensemble de nos satellites. Donc ce n'est pas seulement les 2 millions d'euros que vous citez, c'est bien en fonction de ce qu'on peut prendre en compte 10 à 15 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Quand on fait le décompte de tout ça, on comprend pourquoi toutes les associations d'élus locaux et toutes les fédérations de collectivités dénoncent la perte d'autonomie des communes. Et quand on fait le décompte de tout ça, on comprend pourquoi désormais dans la vie politique locale, il y aura 2 camps. Ceux qui traitent les affaires courantes en estant les missi dominici de l'État, qui dévitalisent les communes, soit de ceux qui affirment une ambition municipaliste résolue et qui s'en donnent les moyens. Nous, on s'inscrit dans le camp des collectivités qui assument leurs responsabilités face aux enjeux d'urgence écologique et d'urgence sociale. J'y reviendrai tout de suite après, mais je vais répondre à quelques questions. D'abord sur la dette, une fois encore, oui, on se compare aux autres et on se compare aux ratios qui nous permettent de savoir si on est sur une ville qui est en capacité de s'endetter ou pas et en capacité de se désendetter. On reste en dessous de 2 années de capacité de désendettement. On reste aux alentours, on va finir avec le stock d'encours de la dette, aux alentours de 600 à 700 euros de dette par habitant, c'est-à-dire bien en dessous de la strate qui a été au début du mandat à 1050 euros. Je pense qu'on est plutôt maintenant aux alentours de 1500 euros, mais je vérifierai exactement les chiffres pour qu'on soit précis. Mais en tout cas, c'est du double, voire du triple de la situation villeurbannaise. Sur les RH, on a suivi exactement la stratégie qu'on avait annoncée, à savoir un renforcement massif en début de mandat et une stabilisation à la mi-mandat. Oui, on augmente le coût d'un certain nombre de prestations pour les usagers. De fait, vous prenez l'exemple des repas. Quand les repas coûtent plus cher, on a plusieurs choix. Soit effectivement, on dégrade nos ratios, a priori vous ne le voulez pas. Du coup, il nous reste 2 autres solutions. On exclut les enfants de la cantine scolaire, si vous souhaitez, ou alors on diminue les rations, on raccourcit les assiettes. Je ne sais pas comment on peut faire autrement qu'à un moment donné, effectivement, dire que oui, il y a des moyens de fonctionnement qui doivent être mis en œuvre pour pouvoir financer les repas à la cantine, et qui seront payés d'une manière ou d'une autre, soit par le contribuable, soit par l'usager. Si vous avez notre solution pour faire payer les coûts de fonctionnement et les coûts de prestation et les coûts de production autres que contribuables ou usagers, je serai très attentif à vos propositions. Sur les taux de réalisation, cette année, on sera encore à hauteur de 74% du budget études et travaux. On devrait même dépasser les 75%, c'est-à-dire qu'on est à peu près dans les étiages plutôt hauts des tendances du mandat précédent.
sur des volumes qui sont plus importants que le mandat précédent. On pourrait être à peu près à 60 à 65% de taux de réalisation, qu'on serait toujours sur des volumes plus importants que le mandat précédent. Là, on est sur des taux de réalisation de 70 à 75%. Notons quand même effectivement qu'on peut regarder de près les années de réalisation 2020 et 2021, mais il aura échappé à personne qu'il y a eu un certain nombre d'éléments de contexte économique sur les marchés et qui ont contraint un certain nombre d'entreprises à être quelque peu en difficulté sur les chantiers pour tout un tas de raisons. Et effectivement, ça a quelque peu détérioré les taux de réalisation sur l'année 2020 et sur l'année 2021. Qu'est-ce que je peux répondre d'autre? Non, je crois que j'ai fait le tour de l'ensemble des questions. Oui, on a de l'obstination. Oui, il y a une forme d'obstination à avoir un municipalisme, à avoir des politiques publiques ambitieuses sur les enjeux de solidarité et de transition écologique. Mais non, la fête n'est pas finie. Et moi, je suis assez mal à l'aise avec cette formule-là, parce que pour nous, ça n'a jamais été la fête. Quand on voit le contexte dans lequel on est et face auquel on essaye de répondre et pour lesquels, justement, on est en train de prendre des politiques publiques fortes, c'est justement parce que ce n'est pas la fête pour grand monde en France et à Villeurbanne. Je vous remercie. Merci, M. Bocquet. Quelques mots. Bon, d'abord, ça m'apprendra à vous féliciter pour la nuance des propos et sur l'objectivité de l'ensemble des interventions de ce conseil municipal. Mais passons. La plupart de l'intervention se tenait quand même, et donc on est dans un exercice démocratique, et moi, ça me va très bien que l'opposition vienne interroger, challenger une position stratégique en matière de finances. Je veux quand même revenir sur quelques points. Quand vous dites qu'on est en train de s'éloigner de la stratégie qui permettrait à une prochaine équipe de pouvoir trouver une situation financière qui lui permette de réaliser ses actions, moi je m'inscris en faux, et c'est ni à Mme Benaïm ni à M. Prosper Caballo que je vais apprendre que si on a un taux d'autofinancement qui va se rapprocher des 14,7%, c'est bien en faisant cela qu'on permet de garder des marges de manœuvre sur un prochain mandat. Donc je veux bien qu'on se critique mutuellement, mais par contre on a un devoir de pouvoir expliquer les choses clairement à nos citoyens. Le deuxième élément, vous avez eu parfaitement raison de reprendre ce que j'ai dit en 2021, parce que je l'avais fait à Essian, et ça montre au moins la sincérité qui était la mienne et qui était la nôtre à ce moment-là. Et d'ailleurs, nous avons tenu 2021, 2022, 2023. Il se trouve que au cours du travail collectif qu'évoquait Agnès Touvenot et auquel a fait aussi référence Jonathan Bocquet, on a eu à faire un choix, et que ce choix, nous l'assumons collectivement. Mais moi, je porte personnellement la responsabilité d'avoir dit des choses, et je ne doute pas qu'à un moment, des citoyennes et des citoyens me feront des reproches sur cette promesse non tenue. Il me reviendra de faire œuvre de pédagogie pour indiquer ce qui a pu conduire à ce changement que je ne souhaitais pas, mais que nous avons choisi ensemble d'assumer au regard des besoins importants que cette ville a. Et quand vous nous dites « la ville est-elle propre ?» Il ne me revient pas de le dire, c'est aux Villeurbanais de le dire. C'est aussi un peu à la métropole de le faire, hein, mais on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Mais prenons au moins des choses qui sont de notre responsabilité. Demandez peut-être aux Villeurbanais s'ils sont contents que leurs enfants rentrent dans de nouvelles écoles, dont vous avez lancé la construction pour celles qu'on a livrées jusqu'à présent, sauf la nouvelle école temporaire. Donc voilà, demandons aux Villeurbanais s'ils sont contents des équipements sportifs qui sont en train de voir le jour sur notre territoire. Demandons aux Villeurbanais s'ils sont contents qu'il y ait des espaces verts qui soient créés pour répondre au réchauffement climatique. Et puisque... Monsieur Caballo, vous avez voulu commencer par un proverbe. Je ne citerai pas la fin, parce que c'est pas... Vous vous rappelez de la citation, c'est à la fin de la foire qu'on compte... Voilà, je n'irai pas plus loin. Écoutez, rendez-vous au moment où les Villeurbanaises et les Villeurbanais auront à donner leur avis sur notre action municipale. Pour le document des écolos, moi, je ne peux pas interdire à un groupe politique de faire œuvre de pédagogie par rapport à celles et ceux qui les soutiennent. Ils m'ont informé, ils m'ont demandé même si je voulais mettre un mot. Par contre, je veux vous rassurer, je n'ai pas rejoint Europe Écologie Les Verts, je reste fidèle au Parti socialiste, peut-être plus que certains qui se sont exprimés à ce sujet, si je peux me permettre, cher Prosper. En tout cas, je reste fidèle au Parti socialiste. Il m'empêche que si les groupes de la majorité avaient envie de faire état de l'action qu'ils menaient dans cette majorité de la manière dont ils souhaitent le faire, chacun est libre de cela.
Notre majorité, pour autant, et nous vous l'avons dit, ira à la rencontre des Villeurbanaises et des Villeurbanais, comme elle le fait depuis maintenant 4 ans chaque année, avec les rendez-vous à votre rencontre, d'une manière un peu particulière en 2024. Et cette fois-ci, ce sera une communication labellisée, estampillée par la ville de Villeurbanne pour aller rendre compte de notre action collective. Voilà moi ce que je souhaitais indiquer en complément, puisque Jonathan Bocquet est parfaitement revenu sur l'ensemble des éléments, et il est bien question ici de stratégie, de savoir si nous prenons le pas sur les transitions auxquelles nous devons faire face, ou si nous continuons à gérer les choses avec peut-être une vision qui rassure, qui permet de faire la une de la presse avec la ville la mieux gérée de France, mais je vous avais déjà donné tous les indicateurs qui positionnaient Villeurbanne, notamment en matière d'équipement, comme étant pas forcément tout à fait à la hauteur de ce que peuvent attendre les Villeurbanaises et les Villeurbanais. Je remercie l'ensemble des intervenants pour la qualité du débat budgétaire et je vais mettre au vote ce rapport. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Bien, ce budget 2024 est adopté. Je vous en remercie.